Toujours très formel. Toujours. Peut-être on fait juste un petit mot d'introduction et puis on te laisse la main, Lorraine. Carrément. Ouais. En tout cas, on est très contente avec Aurélie de lancer, on va dire, ce cycle de visio, enfin, et d'échanges interstructures citoyennes locales. Et, euh, voilà, on va pas revenir sur tout le détail parce que voilà, l'idée c'est vraiment de garder du temps pour cet échange. Bonjour Noémie, bienvenue. Mais simplement vous dire que on a vraiment eu envie là avec HPF d'essayer de d'insuffler en fait de l'énergie et de dédier des espaces et du temps pour renforcer le lien entre les structures. Donc vous qui êtes actifs sur le territoire pour animer le sujet de l'habitat participatif. Et puis voilà, nous, et dans un souci de pouvoir peut-être vous appuyer, vous outiller, vous aiguiller un peu plus pour que le réseau vive, encore plus que ce qui vit déjà, mais en tout cas pour le renforcer. Voilà, donc je vais pas être beaucoup plus longue. On a vraiment le plaisir d'accueillir Lorraine qui va animer cette visio et puis elle va se présenter. Et voilà, ça nous tenait à cœur aussi d'avoir une personne extérieure qui a beaucoup d'expérience sur ce sujet. Et après, on vous dira à la fin de la visio les prochains pas. Mais voilà. Et du coup, je te laisse la parole, Lorraine, et merci à toi d'être avec nous. Merci beaucoup Charlotte et Aurélie pour l'organisation de cette visio et bonjour à tous et toutes. Enfin, bonsoir, ça y est, il fait nuit. Je suis ravie d'être là avec vous pour parler de ce sujet qui me passionne et qui j'espère va vous passionner aussi. Je crois que voilà, c'est une question assez centrale dans aujourd'hui. Vos enjeux. Donc, on va parler ensemble pendant 2 heures de comment recruter de nouveaux bénévoles pour vos structures. Quelques petits mots sur moi. Je me présente assez rapidement. Ça fait à peu près 7-8 ans que je travaille dans le monde de l'engagement. J'ai été moi-même responsable bénévole au sein d'une association qui s'appelle Make Sense, où l'enjeu c'était de faire passer le plus grand nombre de personnes à l'action. Donc j'étais vraiment sur le terrain pendant quelques années à comprendre. Ce qui fait que des gens viennent, passent à l'action sur le bénévolat et restent au sein d'une association comme la nôtre. Donc on a testé un bon paquet de choses qui ont marché et qui n'ont pas marché aussi pour justement fidéliser les bénévoles au sein de nos structures. Et au fur et à mesure des années, on a appris un paquet de choses par rapport à tout ce qu'on avait testé. Et aussi, on a toujours été beaucoup dans le partage avec d'autres structures. Et donc, on a échangé pas mal d'apprentissages autour de voilà, les dynamiques d'engagement bénévole au sein des associations. Et du coup, ça a donné suite à la création d'une formation et d'accompagnement auprès d'associations sur ces enjeux de dynamique d'engagement bénévole que j'ai lancé chez Make Sense. Et depuis 1 an, j'ai quitté la structure et je suis à mon compte. Donc, je forme des associations et j'accompagne des associations sur les enjeux d'engagement bénévole. Ça peut être sur des formats de vidéo comme celui qu'on va vivre ensemble, sur des journées de formation, sur des accompagnements plus longs dans le temps. Et j'ai aussi voilà, une partie de mon temps qui est dédiée à une mission avec une plateforme qui s'appelle jeveuxaider.gouv.fr, dont je vais notamment vous parler tout à l'heure, qui est une plateforme de mise en relation entre des organisations qui cherchent des bénévoles et des citoyens et des citoyennes qui cherchent des missions. Voilà, c'était pour vous faire un peu la présentation. Et du coup, j'ai beaucoup échangé avec plein de structures sur ces enjeux d'animation de communauté bénévole. Et je vais essayer de vous partager un maximum de choses en 2 heures. Alors, c'est un peu dense le contenu. On va voir si on arrive à tout aborder. Mon enjeu, vous allez le voir, c'est aussi de vous faire parler. Je ne voudrais pas que cette visio soit trop descendante, même si j'ai plein de choses à vous partager. Mais je ne détiens pas voilà, la vérité sur ce sujet et je voudrais vraiment qu'on reparte aussi de vos expériences à vous, de vos enjeux. Euh, et du coup, vous allez le voir, il y a certains moments où on va vous mettre en sous-salle, il y a des moments où on va vous demander de réfléchir de votre côté, etc. Et où je vais poser des questions pour que cette visio soit interactive. On n'est pas si nombreux, donc ça peut permettre aussi de pouvoir partager, avoir des échanges quali.
Voilà, donc quelques petites règles du jeu. Bah, si je pose des questions, n'hésitez pas à répondre parce que sinon ça peut être gênant pour moi de voilà, faire face à un silence. Écoutez ce que les autres personnes partagent parce que ça peut vous faire penser à quelque chose. Enfin voilà, et vous avez aussi beaucoup à partager entre vous. J'entends aussi qu'un des enjeux, c'est aussi voilà que vous puissiez partager des bonnes pratiques et des défis au sein du réseau. Donc c'est voilà exactement l'objectif aussi de ce temps. Inclusion, c'est pour dire que vous soyez dans des structures depuis 2 mois, 6 mois ou 10 ans. Tout le monde a sa place, donc n'hésitez pas vraiment à partager une anecdote, un ressenti, une question. Voilà, il n'y a pas de questions bêtes ou de partage bête. Et co-responsabilité, là, c'est voilà, je nous invite à prendre, à être vigilant sur le temps. Et donc peut-être que parfois je vais devoir un peu accélérer pour passer à la au module d'après et vous couper peut-être si vous faire conclure si vous avez des prises de parole à un certain moment parce qu'il faut qu'on avance. Donc voilà. Et micro couper si jamais vous parlez pas et si jamais vous pouvez mettre la caméra, c'est plus agréable. Si c'est pas possible pour des enjeux techniques ou autres, il n'y a aucun souci. Voilà. Je vois pas trop le chat. Ah ben, je vais le mettre là. Si je vais le mettre là, c'est bon, tout va bien. Je vais le mettre sur mon autre écran. Mais si jamais Charlotte, Aurélie, vous voyez des choses dans le chat, et enfin, n'hésitez pas à m'interpeller ou à Ouais, ça utiliser marche. les petits réglages sur Zoom pour lever la main ou des choses comme ça. Et Euh, n'hésite pas, Lorraine, si tu as besoin de soutien aussi sur des répartitions de la parole, enfin voilà, pour répartir ouais, la parole et tout ok, ça, je vous tu nous dis fais signe. carrément. Voilà, donc de quoi on va parler ensemble aujourd'hui? On va commencer avec un petit temps de brise-glace, je vais vous l'expliquer juste après. Ensuite, je vais essayer de faire un petit apport sur les mutations de l'engagement aujourd'hui, enfin depuis une vingtaine, une trentaine, même une quarantaine d'années. Ça va être la partie un peu plus théorique, partage de chiffres, etc. C'est juste pour vous se remettre dans une perspective globale, puisque souvent dans les associations, on rencontre des défis qui ont l'air, enfin, qui sont difficiles à vivre et qui, voilà, causent pas mal de réflexions, etc. Et c'est pas mal aussi parfois de se dire, ok, mais d'un point de vue de la société, qu'est-ce qui se passe? Donc là, l'enjeu, c'est de vous partager quelques petites notions par rapport à ça. Ça sera pas trop scolaire, je vous promets, mais voilà, quelques petites notions basées sur des études. Euh, Ensuite, de parler ensemble de pourquoi est-ce que les gens s'engagent de manière générale, mais particulièrement au sein du réseau. De parler de comment est-ce qu'on clarifie ses besoins. Quand on dit on cherche des bénévoles, c'est pour faire quoi concrètement? Et ensuite de parler des endroits en ligne ou hors ligne pour trouver des bénévoles. Et ensuite, on terminera alors avec un mini plan d'action. Je ne vais pas vous faire un rétro-planning sur 10 ans. L'enjeu, c'est vraiment plus de vous dire que vous puissiez repartir avec peut-être 3 idées concrètes de choses que vous aurez envie de faire dans les 6 prochains mois. Et c'est ça que j'appelle plan d'action. Voilà. Est-ce que c'est OK pour tout le monde? Est-ce que c'est clair? Enfin, c'est clair. Voilà. Ça va? Parfait. N'hésitez pas à me dire si je parle trop vite parce que je sais que parfois c'est un défaut que je peux avoir parce que je m'emballe et j'adore parler de ces sujets. Donc n'hésitez pas à me dire allez on calme un peu la cadence. Charlotte, Aurélie, voilà. N'hésitez pas à me faire un petit signe. Ok, et bah c'est parti. On va commencer donc avec le brise-glace. Et donc, ce qu'on vous propose, c'est de partir en sous-salle et de discuter ensemble de cette question. Qu'est-ce qui vous a donné à vous envie de vous engager dans votre structure citoyenne et ou dans le réseau? C'est vraiment centré sur vous. Je vais réécrire la question dans le chat comme ça, vous pouvez la voir quand vous êtes en sous-salle. Hop. Et du coup, là, l'idée, c'est de repartir sur ces motivations à vous qui vous ont donné envie de vous engager. Donc, on va vous répartir en sous-salle, enfin, Charlotte va vous répartir en sous-salle, et on va vous laisser 10 minutes pour échanger sur cette question-là. Donc, si Charlotte, on peut faire des sous-salles 2, 3 max, ce serait super, comme ça, les gens ont le temps de parler un petit peu. Ça va, c'est clair comme consigne? Oui, Ok, parfait. Et on se retrouve après. ça marche. Ça Je fais marche. ça tout de suite. Ouais, par deux ou trois, on fait peut-être par trois. Ouais, voilà, parfait. Allez, donc ça fait 5 salles. Euh, et c'est parti. Merci.
Hop, à tout à l'heure. Ah oui, mais j'aurais dû nous retirer. Bon, peut-être, est-ce que je déplace quelqu'un, parce que nous, on va pas se mettre dans une salle. Bah, sauf si il y a une salle où du coup il y a... Il y en a une, du coup, Aurélie, elle est avec deux personnes. Oui. Euh, Et sinon, dans les autres, ils sont au moins deux. ouais, Bon, bah, ça va, ils vont bon, papoter entre eux. ouais, Ok. nickel. Ouais, la première, trois. Bah, Aurélie, elle s'est mise dans une salle, bon, c'est bien. Bon, Ok. parfait. Ah, je peux peut-être suspendre l'enregistrement. Ah oui. Ouais, ouais. Je rebondis un peu sur ce que dit Oui. Marie-Yvonne, parce qu'on y croit, parce qu'on y croit, ce mode David. Mhm. C'est ça, c'est des convictions, des croyances. Mm. Parfait. Merci Pareil, beaucoup. conviction, croyance, hein. Conviction, croyance, ok, ça vous Pas parle. pareil. Hmm. Génial. Parfait. Merci beaucoup pour ça. Je garde ça. On va y revenir dans 15-20 minutes à peu près. Mais c'était un premier temps pour partir de ça. Je pense que c'est important vraiment de toujours repartir de vos motivations et du coup des motivations de potentiellement les personnes qui vous rejoindront en tant que bénévole. Alors, je partage mon écran, hop, pour parler un petit peu des mutations de l'engagement et je vous ferai réagir un petit peu sur vos défis aussi à la fin de cette session, justement, si ça m'intéresse de comprendre aussi les défis que vous rencontrez et que vous avez envie sur lesquels vous avez envie d'avancer. Donc là, comme je vous disais en intro, ça va être une partie un tout petit peu plus, entre guillemets, théorique, où je vais partager un peu des chiffres, des tendances, etc. Des études sociologiques, enfin voilà, des trucs sérieux. Mais c'est pour replacer un petit peu tous nos défis dans un contexte sociétal. Donc je vous partage notamment des études, je ne sais pas si vous avez déjà parcouru les études qui sont faites par Recherche et Solidarité, qui font un peu l'état des lieux du bénévolat en France tous les ans. Et du coup, ça permet de comparer l'évolution du bénévolat sur plusieurs années et d'en ressortir quelques grandes tendances. Alors, vous n'avez pas besoin de lire en détail tout ce que j'ai écrit, comme je vais vous envoyer les slides juste après, c'était pour que vous les ayez écrites quelque part. Mais plusieurs choses qui ressortent des tendances voilà, d'évolution et de mutation de l'engagement en France. D'abord, c'est ce que vous voyez ici, la courbe des âges, qui est assez intéressante, je trouve, à regarder sur l'engagement en fonction de l'âge des personnes. Et on voit voilà, des tendances qui se dégagent, notamment, vous voyez en 2023, ce croisement ici, qui est assez intéressant et qui a été partagé et étudié par plein de gens qui regardent le monde du bénévolat, sur le fait que les 15-34 ans, ben, en fait, s'engagent de plus en plus, depuis notamment les années 2020, et que les 65 ans et plus ont connu une baisse continue aussi de leur engagement. Alors pas tous, hein, comme on peut le voir aujourd'hui avec vous aussi, mais c'est pas voilà enfin automatique ou des choses comme ça, sont plus aussi des tendances qui s'expliquent par plein de raisons. Je vais pas rentrer là-dedans aujourd'hui, mais en tout cas voilà, ça vous intéresse, on peut creuser ça ensemble. Pourquoi est-ce que c'est intéressant d'observer ça aujourd'hui? C'est parce que en fait, bah, du coup, il y a une transformation un peu de la population bénévole et du coup des gens qui s'engagent aussi au sein des associations, qui viennent parfois avec des nouvelles envies, des nouvelles manières de s'engager, des nouvelles attentes par rapport aux associations dans lesquelles et mouvements dans lesquels elles s'engagent. Et que du coup, c'est important de comprendre ça pour adapter ce qu'on va proposer aux bénévoles qui rejoignent une structure, déjà ne serait-ce que pour les attirer et ensuite pour faire en sorte qu'ils s'engagent et pour les garder au sein des structures. Euh,
J'ai lu un livre il n'y a pas très longtemps de Claire Toury que vous connaissez peut-être qui est enfin, la présidente du mouvement associatif en France et qui parle de ce sociologue qui s'appelle Jacques Ellul et qui dès la fin des années 90 parle de transformation et de mutation de l'engagement. Ce qu'il partage, c'est que et sa conviction à lui, c'est que on est passé d'un mode d'engagement caractérisé par l'adhésion totale à une cause. Alors là, il prend par exemple le fait d'adhérer au Parti communiste, qui était un peu un engagement total, qui faisait office de parfois loisir, sociabilité, conviction, etc. Et qui était vraiment voilà, l'adhésion à certaines valeurs, à des idéaux. Euh, c'est toujours le cas aujourd'hui, mais peut-être qu'aujourd'hui on est passé à quelque chose qui peut être vu comme un engagement qu'il appelle lui-même post-it, qui peut parfois être un peu plus distancié, pragmatique ou réversible, et qui fait que parfois, bah, comme un post-it, on le prend et on peut le déplacer. C'est-à-dire que c'est pas forcément sur une cause, ça peut être sur plusieurs, et du coup, qui fait qu'on a un peu une évolution aussi dans la manière dont les gens s'engagent. Je vois qu'il y a des... Hop. Euh, et du coup, certaines évolutions qu'on remarque, qui encore une fois, ne valent pas pour tout le monde, tout le temps, etc. Mais c'est que on a eu quand même un gros boom autour de ce qu'on appelle le bénévolat ponctuel, le fait que les gens ont envie de venir parfois une fois, tester une action, tester un mode d'action. euh, Tester une cause, tester une structure, ce qui n'était pas forcément toujours le cas dans les voilà, décennies précédentes. Le fait que les gens parfois n'ont pas envie de se dédier seulement à une cause, qu'il y en a plein qui les touchent. Je pense que voilà l'évolution aussi de nos accès à l'information font que bah, aujourd'hui on a beaucoup d'informations sur l'état du monde et que donc du coup on peut être sensible à plusieurs causes et donc on peut avoir envie de s'engager 6 mois sur une cause, 6 mois sur une autre ou même plusieurs causes en même temps. Quelque chose d'un peu à la carte qui s'adapte à nos contraintes, notre emploi du temps, notre monde dans lequel on est parfois sursollicité. Et des exigences aussi parfois beaucoup de convivialité, de retrouver des espaces dans ces engagements qui soient des espaces conviviaux, qui cassent avec la culture bah, parfois d'entreprise, de travail évidemment, etc. Mais qui soient des espaces dans lesquels on ressent pas la pression, dans lesquels on s'épanouit aussi, on a une place, on est entendu, on est écouté. Et tout ça, voilà, comme je disais tout à l'heure, vient parfois peut-être transformer comment les gens s'engagent. Et du coup, ce que je trouve intéressant, c'est parce que voilà, on m'a beaucoup posé des questions sur cette notion de bénévolat ponctuel et du danger que ça peut être pour les associations qui ont besoin de bénévoles récurrents, de bénévoles qui viennent, qui s'investissent sur du temps long. Et en échangeant avec plein d'acteurs, mais notamment Stéphanie Andrieux, qui a cofondé une structure qui s'appelle Benenova, qui aide des associations à justement créer des modes d'action plus ponctuels. Elle m'avait dit, mais en fait, tout bénévole ponctuel, c'est un bénévole régulier en puissance et vice-versa. Mais en tout cas, voilà, si quelqu'un vient faire une action parfois juste une fois, parce que il a peut-être une petite appréhension, il n'a pas envie de s'engager forcément sur 6 mois, enfin voilà, ça peut lui donner goût à s'engager de plus en plus longtemps au sein de la structure et donc que ce sont des bénévoles aussi et des personnes qui s'engagent à chouchouter, entre guillemets. Voilà, dans un article notamment, elle parle de ça aussi dans un article que je vous ai mis là, que je vous invite à lire, qui est assez intéressant. Je vous mettrai toutes les sources par la suite. Si, comme moi, vous aimez lire des études. Voilà. Et donc, du coup, dans cette étude de la France bénévole, ils partagent aussi le fait que voilà, ils ont rencontré de nombreuses associations qui ont choisi d'investir dans l'accompagnement des bénévoles et qui ont des résultats très encourageants. Et donc, du coup, c'est ça aussi qu'on va voir là ensemble. Un dernier chiffre après, je crois, oui, promis, j'arrête. Mais c'est un chiffre que j'ai trouvé très intéressant. Et là, c'est plutôt France Bénévolat qui a a partagé ça dans sa dernière étude. Ils disent que il y a 25 millions de personnes qui sont disposées à ne pas exclure de s'engager dans le bénévolat.
Et du coup, c'est bon, une formulation un peu alambiquée, mais c'est pour dire, en fait, il y a plein de gens aujourd'hui qui ne sont jamais passés à l'action, ou qui l'ont fait peut-être une fois, qui auraient envie de s'engager, ou qui ne l'excluent pas en tout cas, et donc du coup, qui sont un peu comme un potentiel à exploiter. Et donc la question qu'on va se poser ensemble, c'est un petit peu comment est-ce qu'on va, voilà, intéresser ces personnes et les faire passer à l'action si elles ne l'ont jamais fait. Voilà. C'était un peu la partie voilà, prise de recul, partage de quelques chiffres. Je voulais savoir si ça faisait écho. Est-ce que ça résonne particulièrement par rapport à ce qui se passe dans votre structure, au sein du réseau, ce que vous avez pu remarquer, et peut-être faire le pont avec justement les enjeux, les défis que vous pouvez avoir sur ce sujet du recrutement de bénévoles aujourd'hui. Je vous laisse la parole. Est-ce que quelqu'un a envie de réagir? N'hésitez pas à, voilà, à lever la main pour prendre la parole. C'est plus facile quand on est nombreux. Marie-Vonne? Oui, Marie-Yvonne. Sur l'engagement de jeunes, nous, dans Habitat participatif du Morbihan, on ne le constate pas. Mm, On ne le constate pas et c'est quelque chose qui, je pense, nous fait qu'on a moins de dynamisme. Euh, Moi, je vis dans un habitat intergénérationnel et c'est vrai que la présence de jeunes dans un collectif, c'est fondamental. mm. Ok, merci beaucoup. Donc un enjeu à attirer des jeunes, j'entends. Mm. Florence? Oui, moi j'ai envie de rebondir parce qu'effectivement, enfin, j'ai trouvé d'abord que c'était intéressant d'avoir ces retours-là. Euh, Moi, je trouve que en communiquant sur des actions très concrètes, par exemple l'organisation d'un événement type rencontre locale ou régionale, avec des actions sur tenir un stand, un bar ou peu importe, ça rend beaucoup plus pragmatique l'investissement de bénévoles et, et qu'on va pas forcément voir sur nos actions quotidiennes d'animation de plateforme. Et en même temps, de voir ça et de se rappeler aussi ça, ça nous invite à peut-être à repenser la manière dont on communique pour guider et inviter à des actions beaucoup plus concrètes des publics variés. Voilà. Donc, bah déjà, merci pour ce support. Voilà, Merci Florence. Bah, je pense que vous allez m'aider à animer la suite de cette vidéo parce que c'est littéralement les modules suivants. Donc c'est super. Voilà, on peut peut-être s'arrêter, prendre un café, une bière, enfin voilà, et puis continuer à papoter. Non, je plaisante, mais merci beaucoup Florence parce qu'effectivement, je pense que c'est crucial, notamment dans toutes les évolutions que je viens de vous mentionner, de voilà, faire preuve de clarté et de précision parfois, pas toujours, mais dans les actions qu'on propose, les actions sur lesquelles les gens peuvent s'engager, parce que c'est vrai que c'est ça qui peut attirer, de se dire, je comprends à quoi je contribue et comment est-ce que je vais le faire concrètement. Patrice, tu avais levé la main. Je vous tutoie, vous vois, enfin bon, bref, Oui, peu importe. Oui, moi je suis engagé dans quatre gouvernances d'associations et je constate en fait des profils très différents à chaque fois. Je pense à une association où j'ai que dans la gouvernance, dans le conseil d'administration, on n'est que des actifs et une autre où il y a que des retraités, je suis le seul actif. Donc on a des comportements et des animations totalement différentes en fait. Donc c'est ça qui est un peu déstabilisant des fois. Et c'est là où il faut être suffisamment agile pour piloter. C'est qu'on a des publics totalement différents. Alors est-ce que c'est lié aux thématiques, pas au territoire, parce que c'est sur un territoire assez semblable, mais j'ai l'impression que les thématiques rassemblent des profils assez différents. Donc mm, mm. voilà. Ouais, très intéressant. C'est effectivement la composition du groupe, elle va aussi influer, comme tu le dis, sur la manière dont on s'organise et dont on communique et du coup dont on attire des gens ou pas, effectivement. Est-ce qu'il y a un dernier... Oui, Evelyne. Et mon micro. Oui. Oui, donc l'association, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, EHGT, il a été, au départ, c'était des jeunes, et puis les jeunes ont pris d'autres voies, et
et j'ai pris le relais. Et en fait, on s'est retrouvés deux. euh, et moi un peu plus locomotive Mm. dans l'association. Et, euh, et donc, à chaque CA, à chaque réunion, à chaque AG, il y avait des adhérents, mais c'était des adhérents de groupes en formation. Donc, en groupe projet. Et donc là, depuis 2023, euh, on est 3, 4, 5 à gérer l'association, mais c'est variable suivant, parce qu'il y a des gens qui quittent les groupes projets, d'autres qui arrivent. En fait, l'association repose pratiquement que sur des gens qui sont dans les groupes projets. Mm. Ok, ok. Oui, Et donc, ça bouge ça sans bouge. arrêt. Ouais. Et du coup, ça influe aussi sur l'organisation et sur votre fonctionnement en Oui, fonction oui, de qui oui, est tout là. à fait. Ok. Et moi, je m'engageais à tenir des stands, à être visible. Et c'est comme ça que l'association a pu faire émerger quatre groupes projets. Mais à un moment donné, j'ai dit, ben, non, je ne fais plus de stand Mm. où je suis toute seule. Mm. Mm, mm. Oui, de mettre des conditions. Ouais, ouais. Oui, Ok. Mm, mm. et, euh, et ça a été un peu dur, ça a été difficile pour moi parce que je voulais faire connaître l'habitat participatif. Ouais. Mais les groupes projets se sont aperçus que finalement, s'il n'y avait pas de communication, ils pouvaient ils contactaient moins de gens. Mm, 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 mm. Ouais, je vois. Ok, c'est intéressant, hein, tous vos partages, ça montre bien la diversité aussi des enjeux, mais aussi voilà, ce qui peut se recouper. Allez, on prend un dernier témoignage. Hélène? Alors, le micro est coupé, donc si tu vas en bas à gauche, tu peux activer ton micro. Je ne sais pas si Charlotte, tu peux le faire toi en tant qu'administratrice, parfois tu peux. Je peux pas le faire directement, je peux lui Ah, demander de réactiver son son, mais tu y arrives, Hélène, ou pas? Ah, voilà, ça y est. ah mais on t'entend pas. Ah, on t'entend pas, On Hélène. t'entend pas? Zut. Est-ce que ce serait pas le son de l'ordinateur tout court? Ouais, sinon, on te laisse écrire dans le chat. Dans le chat, ouais, tu peux marquer un petit commentaire. Mais tu nous entends? Ok, bon. Ok. Allez, Anna, bon, un dernier témoignage. Anna. Et après, on va avancer. Je suis désolée, mais comme ça, on passe au. Ouais, non, 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 Vas-y, vas-y, vas-y. ouais, juste pour dire qu'effectivement, peut-être on est dans des associations qui sont un peu particulières parce que il y a quand même un produit à la fin qui est le logement, l'habitat. Et de ce que j'ai pu remarquer un peu, c'est que les gens s'engagent parfois en amont et dès qu'ils sont dans l'habitat, ben, on les voit plus Mm. parfois. Ouais, Et donc, du ouais. coup, c'est ça. C'est qu'est-ce qui ferait que les gens s'engagent plus quand ils continuent, quand ils vivent encore. Enfin, voilà, Mm. c'est un peu ça. Très intéressant, ouais. Mm. Donc aussi de penser l'engagement dans le temps et pas juste au moment où voilà, on est dans le process de créer un habitat participatif ou d'en rejoindre un, mais de réfléchir un petit peu à ces différentes actions, etc. Merci Anna. Dimension Euh, politique de l'habitat participatif. pardon? À la dimension politique de l'habitat participatif. Ouais, Exactement. très intéressant. Hop, je garde cette nuance, on y reviendra juste après de l'habitat participatif. Ok. Alors, avant de parler de où est-ce qu'on recrute des bénévoles, etc., il me paraissait un peu essentiel de revenir sur quelques petites étapes qui sont, ou quelques petites choses auxquelles c'est important de réfléchir quand on se pose la question de recruter des bénévoles et d'attirer des bénévoles. Alors, j'utilise le mot recruter que j'aime pas trop quand on parle de bénévoles. C'est juste que je pense que vous comprenez de quoi je parle, même si c'est un mot qui est emprunté au monde du travail. Voilà, j'aime bien dire trouver des bénévoles, etc. Mais bon, parfois j'ai des réflexes qui arrivent. Du coup, en début de session, on vous a fait échanger sur
ces motivations à l'engagement. Je pense que c'est vraiment important de s'y référer ou de les avoir en tête quand on pense un peu à l'engagement des gens. Donc vous m'avez parlé de quelques motivations qui étaient les vôtres, le apprendre ensemble, curiosité, patience qui est un prérequis, l'envie de changer les choses, les convictions profondes autour de ce mode d'habitat, les convictions, les croyances. Et du coup aujourd'hui quand on pense un peu aux motivations des bénévoles, à ce qui fait que les gens s'engagent aujourd'hui, euh, il peut y avoir plusieurs éléments. Alors, vous l'avez dit vous-même, hein, mais le fait d'apprendre, ça peut être apprendre des savoirs, donc apprendre plus sur l'habitat participatif, qui est peut-être un sujet qu'on connaît pas trop. Ça peut aussi être apprendre des savoir-être, des postures, travailler des postures, par exemple, je sais pas, d'empathie ou des choses comme ça. Des savoir-faire, très concrètement, comment est-ce qu'on construit un habitat, par exemple, ou des choses comme ça. Et je l'ai mis là, mais c'est aussi parfois, voilà, se tester, se challenger, oser des nouvelles choses qu'on teste pas forcément dans sa vie perso, professionnelle, etc. Et le bénévolat, ça peut être l'occasion, voilà, d'être un terrain de jeu aussi pour des personnes. Évidemment, pourquoi les gens s'engagent, il y a la partie se sentir utile, avoir le sentiment de contribuer à une cause, de faire grandir une cause et d'avoir un impact, même si parfois c'est une petite chose, mais voilà, qui contribue à faire avancer les choses. C'est défendre une cause aussi, vous l'avez dit, parfois politiquement aussi. Et c'est pour beaucoup aussi, voilà, se dire, se mettre dans une dynamique d'action. C'est notamment vrai parfois pour, par exemple, les personnes qui sont en transition professionnelle ou des choses comme ça. Le bénévolat est un outil aussi pour se dire, je reste actif et je reste mobilisé. Et parfois, c'est ça que les gens viennent chercher quand ils font du bénévolat. Tout à l'heure, il y a le mot ensemble qui est ressorti. Les gens font du bénévolat aussi pour créer du lien, pour retrouver ou trouver un sentiment d'appartenance à un groupe, parfois pour des personnes qui sont isolées. Et pour d'autres, peut-être, c'est aller chercher particulièrement des gens qui partagent des intérêts, des valeurs, des croyances communes. Donc je pense que c'est particulièrement vrai avec vous aussi. Si vous vous engagez au sein de ce réseau et dans vos structures, c'est parce que voilà, vous croyez dans ce modèle d'habitat et que du coup, vous avez envie de vous entourer de personnes qui partagent ces convictions pour voilà, créer un habitat dans lequel peut-être vous allez vivre ou en tout cas pour faire vivre ce mode d'habitat et le faire exister, l'amplifier dans la société de manière générale. Et pour voilà, cet aspect-là de créer du lien, ce qui est aussi assez essentiel, c'est, je le disais tout à l'heure, hein, mais cet aspect de convivialité, avoir envie de trouver des espaces dans lesquels on peut parfois traiter de sujets qui sont pas toujours faciles ou des choses comme ça, mais qu'on fait dans la joie, dans la bonne humeur, qu'on passe des bons moments pour faire avancer les causes qui sont les nôtres. Et donc cet aspect de convivialité dont on va reparler un petit peu. Et enfin, pourquoi les gens s'engagent? C'est aussi parfois pour se sentir voilà, valorisé. Alors, ça peut être lié à l'utilité, avoir le sentiment de faire quelque chose, mais c'est aussi pour gagner en confiance, pour prendre des responsabilités et pour avoir aussi de la reconnaissance de nos pairs, P-A-I-R-E-S. Et du coup, c'est intéressant et c'est important de l'avoir en tête aussi parce que, en fait, si on passe à côté de cette motivation que viennent chercher les gens aussi dans le fait d'être reconnus, qu'on nous dise merci, etc., on peut passer à côté de quelque chose. Euh, Pourquoi est-ce que je vous partage tout ça et après je vous donne la parole parce que je vois qu'il y a des mains levées. Pardon. Et parce que aussi, je pense que souvent, on fait un peu l'impasse de se poser la question sur pourquoi est-ce que les gens qui nous rejoignent, et qu'on oublie au fur et à mesure du parcours de nourrir ses besoins. Si demain, il y a quelqu'un qui rejoint une structure parce qu'il a envie de créer du lien avec d'autres personnes, mais qu'il n'y a aucun moment où on le fait rencontrer d'autres bénévoles ou d'autres personnes qui partagent ses convictions, en fait, c'est sûr que peut-être que la personne va pas s'engager ou en tout cas va se désengager assez rapidement. Si je viens pour nourrir un sentiment d'utilité, de contribution à une cause, mais qu'on m'explique jamais comment est-ce que concrètement je contribue à la cause et comment est-ce que mon action elle a un sens dans le collectif, peut-être que ça va être un facteur de non-engagement ou de désengagement. Voilà, donc on en discutera peut-être pendant la deuxième visio, mais c'est important aussi de se dire ces besoins, il faut qu'ils soient nourris
au fur et à mesure du parcours des personnes. Donc, je vous ai mis quelques exemples sur le côté apprendre. Bah, en fait, ça peut être proposer des formations, des retours d'expérience, créer des ressources qui soient simples pour que les gens les prennent en main. Sur le côté se sentir utile, ça peut être donner de la visibilité à l'impact qui est produit par les personnes. Dans le créer du lien, ça peut être faire des petits brise-glaces, s'assurer qu'il y a des moments de convivialité qui sont proposés pour que les gens créent du lien, passent des bons moments ensemble, etc. Et dans la valorisation, ça peut être voilà, vraiment dire merci aux gens, célébrer les réussites individuelles et collectives. Voilà, tout ça, c'est des choses dont on reparlera pendant la deuxième visio, mais c'était pour vous donner déjà quelques exemples. Voilà, je vais faire juste une petite pause parce que je vois qu'il y a des mains levées. Anna, tu as toujours la main levée, je sais pas si c'est parce que tu l'as pas. Non, ok. Olivier, tu voulais réagir? Oui, juste réagir pour compléter Oui, quand on parlait de la partie apprendre. Donc, tu as parlé de savoir, savoir-être, savoir-faire. Moi, j'ai trouvé dans ce monde, il y a un mot qui est important aussi, c'est le savoir devenir. Le savoir devenir ensemble. Et d'ailleurs, ça se regroupe bien avec se sentir valorisé, créer du lien, un sentiment d'appartenance. Parce que voilà, c'est cette capacité de se projeter ensemble et peut-être que ça peut être un moteur de, parce que finalement, on va devenir avec des communs. Donc, on va s'engager vers du commun. Donc, je pense que c'est un mot important. j'adore. C'est une très belle formulation. Je vais je la garde. Mais oui, je pense que notamment dans dans le réseau, il y a quelque chose, comme vous le disiez, hein, de projection aussi autour d'un mode d'habitat et finalement d'un mode de vie. Et ça le définit très bien. Surtout dans l'intergénérationnel où l'on est, il y a des jeunes qui viennent, ils veulent devenir, il y a les familles qui veulent devenir familles, et puis il y a les anciens qui veulent devenir des retraités et bien finir. Et donc il y a vraiment cet échange de savoir devenir intergénérationnel. J'adore. Très beau. Merci beaucoup, Olivier. Je suis très d'accord. J'ai dit. Patrice, tu nous dis, apprendre n'est-il pas une action d'adhérent que de n'est-il pas plus une action d'adhérent que de bénévole? Notion de contrepartie que l'on ne doit pas avoir en tant que bénévole. Bah, moi, je pense que on apprend en étant bénévole, on apprend tout le temps, hein, tout au long de la vie, etc. Mais que en étant bénévole, en faisant des actions, on apprend sur soi, on apprend des compétences, et que ça ne s'arrête pas à un statut adhérent, bénévole, etc. Mais curieuse de savoir ce que vous en pensez. À part d'expérience personnelle où effectivement on a pas mal de, enfin pas que dans l'habitat participatif, aussi dans d'autres associations, on a des gens qui viennent pour bénéficier de prestations entre guillemets et sous le couvert du bénévolat et il y a des requalifications qui peuvent se faire donc je suis assez prudent là-dessus en général. Oui. Et Hélène, est-ce que tu veux retenter le coup avec le micro? Ça marche. Ah, super, on t'entend. Moi, ce que je reviens, je suis désolée, je reviens un petit peu en arrière. Ce que je voulais dire, c'était que nos potentiels bénévoles sont déjà archi bénévoles dans leur projet d'habitat participatif. Donc, si on leur demande en plus un engagement dans une association, parce que donc moi je suis salariée d'une association et en manque de bénévoles, voilà, c'est double peine quoi. C'est compliqué en fait de leur demander de s'engager en plus de leur propre projet. Mhm. Ok. Ça marche. Excusez-moi, juste un petit point d'attention. Si ceux qui ne parlent pas peuvent couper leur micro, je pense notamment à Olivier, on entend un bruit de fond. Si c'est possible de couper le micro, merci. Nathalie, je voulais intervenir par rapport à ce qui a été dit juste avant, Oui. Hélène, sur le fait de... Nous, ce qu'on constate, c'est qu'il y a des personnes qui éventuellement adhèrent, mais peuvent être bénévoles sur des actions ponctuelles où on leur demande de faire ça, telle tâche, mais elles vont pas s'engager justement à promouvoir forcément l'habitat participatif, mais elles vont être là pour nous donner un coup de main lors des événements, quoi. Mm. Et celles-là, on aimerait bien qu'elles aillent un peu plus loin, en fait. Ok. Voilà, donc comment est-ce qu'on transforme l'essai entre guillemets? Comment est-ce qu'on a des personnes qui viennent, qui s'engagent sur des actions un peu plus ponctuelles et qui du coup, voilà, qui ont confié des responsabilités de plus en plus. Très intéressant. On va voir si on peut répondre un petit peu à ça et si on peut répondre aussi pendant notamment la deuxième visio qui sera plus sur comment est-ce qu'on anime les bénévoles une fois qu'ils sont là. Merci beaucoup pour vos retours. Hop, je
J'ai perdu ma présentation. Voilà. Je repartage mon écran, du coup, on avance un peu hein, sur ces notions. Donc là, on a parlé un peu de motivation des bénévoles. Qu'est-ce qui fait que les gens s'engagent aujourd'hui sur des causes et comment est-ce qu'on a en tête un peu ça? Donc c'est notamment, voilà, parfois leur demander quand on les rencontre pour la première fois, qu'est-ce qu'ils ont envie de faire et pourquoi, et qu'est-ce qu'ils viennent chercher pour essayer de comprendre comment est-ce qu'on nourrit ça dans le temps. Mais ça, on y reviendra, comme je disais, plus tard. Et du coup, avant de parler de où est-ce qu'on trouve les bénévoles, etc., je voulais prendre un petit temps pour rebondir sur ce que Florence, tu as partagé au début, sur l'importance aussi de clarifier les besoins que vous pouvez avoir en tant que, en termes de recherche de bénévoles. Euh, En ce moment, je travaille avec Action contre la faim et je les accompagne pour réfléchir avec eux sur l'organisation des antennes locales. Et donc, j'ai échangé avec des bénévoles qui se sont engagés ou qui se sont pas engagés. J'ai parlé avec une bénévole qui s'appelle Léa qui m'a dit, bah, en fait, moi, quand je suis arrivée dans la structure, on m'a dit, si tu veux, tu peux monter un projet de A à Z. Et ça m'a fait peur. Et du coup, je me suis pas engagée du tout. Et du coup, voilà, l'idée derrière ça, c'est de se dire comment est-ce qu'on arrive à clarifier ce que peuvent faire les bénévoles en rejoignant la structure, donc les besoins que vous pouvez avoir, mais aussi comment est-ce qu'ils peuvent contribuer à tout ça. Alors avec une distinction sur si c'est des besoins ponctuels ou un engagement un peu plus sous long terme, et on va essayer de voir ça ensemble. Donc, évidemment, c'est toujours un juste équilibre entre les besoins que vous pouvez avoir en tant que, voilà, que structure qui accueille des bénévoles et ce que les gens, ils ont envie de faire. Notamment, je fais écho à ce que je partageais tout à l'heure sur un peu les mutations de l'engagement. C'est un peu se dire comment est-ce qu'on trouve l'équilibre entre les besoins et concrètement ce que les gens, ils ont envie de faire aujourd'hui quand ils s'engagent. Alors là, beaucoup de texte, mais en deux mots, voilà, ce que je voulais dire, c'est pourquoi est-ce que c'est important de clarifier des besoins. C'est parce que on recherche des bénévoles, bah finalement, c'est pas sûr voilà, d'attirer vraiment des gens, et que vraiment pour attirer, il faut que les gens, comme je disais, hein, comprennent où est-ce qu'ils peuvent agir, à quoi ils vont servir dans la structure, et ce que eux, ils ont à y gagner. Alors ça peut paraître un peu intéressé, entre guillemets, mais bah, on s'engage pour plein de raisons, comme on disait tout à l'heure, mais c'est du coup, qu'est-ce que ça va leur apporter aussi de pouvoir s'engager? Ça peut être ce sentiment d'utilité, ces compétences, comme on disait tout à l'heure, de la reconnaissance, etc. Mais voilà, concrètement, que ce soit visible aussi. Et donc, du coup, ça permet d'être précis sur parfois ce qu'on cherche vraiment quand on a des besoins très spécifiques et du coup d'attirer pas n'importe qui, mais la bonne personne pour le bon besoin. De proposer différentes formes d'engagement aussi en fonction des besoins. Ça peut être ponctuel, comme tu disais Nathalie tout à l'heure, mais régulier, ambassadeur, un coup de main, etc. Et d'éviter le flou, la charge mentale et aussi les désillusions. Et donc je refais écho encore à mon expérience avec Action contre la faim. Il y a beaucoup de personnes qui s'engagent chez Action contre la faim en France en se disant j'ai envie de faire du terrain. L'image qu'on peut avoir d'Action contre la faim, c'est très terrain, humanitaire, etc. Or, en France, les actions qui sont proposées, c'est beaucoup de la visibilité, de donner de la visibilité à Action contre la faim, de faire des levées de dons, etc. Et donc parfois les gens sont désillusionnés. Donc comment est-ce que en fait on rend voilà, le besoin et les missions claires pour éviter que les gens soient déçus et du coup quittent le navire alors que vous avez investi du temps pour les attirer les faire passer à l'action. Voilà, donc quelques petites questions pour clarifier un besoin. C'est bah voilà, de quoi on a vraiment besoin aujourd'hui? Est-ce que c'est de l'aide sur un événement qui va être organisé? Est-ce que c'est quelqu'un pour accueillir les nouveaux bénévoles? Est-ce que c'est une présence pour accueillir des gens à un événement, etc. Quelle serait la bonne personne pour ça? Quel format d'engagement serait le plus pertinent? Voilà, des petites questions pour guider un peu la réflexion et qui peuvent aider après quand on partage les besoins autour de soi. Voilà, donc plein de formes d'engagement différents. Ça peut être faire des actions directement, faire de la logistique ou de l'événementiel, organiser des événements, être 4 fois dans les CA comme Patrice le partageait tout à l'heure et donc faire partie des organes de gouvernance d'une structure,
faire un peu de l'interpellation sur les sujets. Voilà, peut-être qu'un rôle pour des personnes qui sont déjà dans leur habitat, qui ont été très engagées à un moment donné et qui maintenant, voilà, vivent dans leur habitat, ça peut être un rôle de communication, de sensibilisation sur le sujet, sur les réseaux ou des événements autour de ce sujet-là, etc. ou des actions de coordination. En fait, voilà, c'est de réfléchir un petit peu aux modes d'action qui peuvent être proposés aux bénévoles, même si j'imagine que ça a déjà été des réflexions que vous avez pu avoir. Voilà. Et après, tout l'enjeu, c'est aussi de rendre son besoin intelligible, attirant, attractif, avec, par exemple, des fiches missions ou des choses comme ça. On pourra voir d'autres exemples plus tard, mais je travaillais aussi avec une association qui s'appelle les Petites Cantines. Je sais pas si vous connaissez. C'est une structure qui est présente un peu sur différentes parties du territoire, alors pas du tout le territoire, et qui ouvre comme des restaurants où il y a des gens qui cuisinent à partir d'un vendu et l'enjeu c'est que c'est vraiment à prix très bas ou à prix libre et ça favorise du coup le fait que n'importe qui peut venir prendre un repas et du coup ça favorise vraiment le vivre ensemble. On se retrouve à la table avec des personnes qu'on connaît pas, qui viennent de peut-être de milieux super différents. Ils ont beaucoup travaillé leur culture de l'engagement aussi et les euh, parcours qu'ils proposent à leurs bénévoles. Et donc voilà, un des exemples qu'ils m'avaient donné, c'était cette fiche mission que je trouvais assez claire, avec un titre, voilà, très clairement, qu'est-ce qu'on va y faire, la durée et la temporalité, les aspects un petit peu plus logistiques. Le côté, cette mission, elle est faite pour toi si. Bon là, il faut avoir une voiture, mais tu cherches une mission de tel type, etc. Enfin voilà. Ça peut être à cet endroit qu'on met si tu as envie de développer telle ou telle compétence, par exemple. Enfin voilà. Et ce que j'aime particulièrement aussi, c'est le pourquoi avons-nous besoin de toi. Et du coup, là, on se rattache à vraiment à l'utilité sur une cause, sur voilà, défendre, lutter contre le gaspillage alimentaire. Et du coup, on se dit, ok, bah, grâce à cette action qui peut être voilà, juste une fois, je permets de lutter contre ça. Euh, une manière de s'engager très claire, soit on contacte Catherine, soit on s'inscrit si on n'a pas envie de parler à Catherine et que nous, on a plutôt juste envie de s'inscrire sur un formulaire et voilà. Pourquoi pas aller une petite citation inspirante qui clôture le tout. Voilà, donc ça c'est une inspiration parmi d'autres, hein, mais pour vous montrer aussi parfois juste l'importance de clarifier le besoin et de le communiquer pour que ça permette d'attirer aussi les bonnes personnes ou en tout cas de clarifier ses besoins. Hop. Et là, ce que je vous propose, alors attendez, je regarde juste le timing. Bon, ça va. C'est peut-être de prendre 2-3 minutes, enfin un peu plus peut-être, mais voilà. Là, 5 minutes avec vous-même, pour se noter peut-être 2-3 besoins clés que vous avez sur la structure ou dans le réseau en fonction de tout ça. Et de se dire, voilà, concrètement, là, si je devais dire, on a besoin de bénévoles pour faire ci, ça, si vous deviez dire 2 ou 3 besoins clés du moment et une manière de les formuler qui puisse attirer. Alors, je vous demande pas de rédiger une fiche mission parce qu'on n'a pas le temps, mais voilà, dans l'idée, ce serait quoi? Voilà, donc je vous propose de prendre 5 minutes, il est 18h33, donc voilà, 38. On verra si dans 3 minutes vous vous sentez prêt à partager ou pas, mais juste prenez une feuille, un carnet ou votre ordi pour essayer de formuler ça très concrètement.
Allez, on se dit encore 1 ou 2 minutes et après, je vous propose de partager si vous le souhaitez. Ok. Ben, je vous propose peut-être un petit temps, si certains ou certaines ont envie de partager l'issue de vos réflexions, là, comme ça. Je sais que 5 minutes, c'est court, mais est-ce que il y a des choses qui vous sont venues ou est-ce que l'exercice était difficile ou pas tant que ça? On vous laisse la parole. Evelyne? Oui, euh, alors ce qui nous manque, nous on aurait besoin de bénévoles pour la communication réseaux sociaux, la communication radio, presse, la communication avec les collectivités locales et puis l'organisation d'événements. Ok. Voilà, on avait essayé de pallier avec des étudiants de BUT, com, Mm. sur 2 ans, mais c'est pas très productif. Pourquoi c'est pas très productif? Ça les engage pas particulièrement? Non, non, mais bon, c'était une mauvaise année, quoi. C'était pas des bosseurs. Ok. Bon, ça arrive. Ça arrive. Ça arrive de tomber sur ce genre de profil. Et que peut-être nous étions nous-mêmes une année en cours. Marie-Vonne? Enfin, merci pour Evelyne pour ça. Ma question, c'est est-ce que vous l'avez déjà formulé comme ça, diffusé des appels un petit peu sur ses besoins spécifiques, Evelyne? Non, 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 on n'a pas. Non, non, Ok. ben, manque de temps. Ouais, ok, d'accord. Ok. Mais c'est intéressant à avoir en tête. Marie-Vonne, tu veux partager aussi? Oui, je pense aussi que nos besoins dans notre association, c'est des outils de communication, des outils simples, parce qu'on est très dispersé sur le territoire et que c'est compliqué. Mais il y avait un jeune qui s'était engagé, mais les jeunes, je pense, sont très engagés dans beaucoup de choses et quelquefois n'arrivent pas au bout de finaliser. Ils ont envie, ils commencent et puis on n'arrive pas à finaliser. Quelqu'un s'était engagé à faire un travail sur ces questions-là et finalement ça ne s'est pas fait parce que ben, il a disparu, quoi. Mm, mm, mm. Ouais, c'est souvent Et aussi. c'est Oui, ça. vas-y. Voilà. Et puis, ce qu'on a besoin aussi, c'est de sortir de nos propres choses, de nos propres enfin, de nos propres habitudes. Il y a sans doute qu'on a besoin d'idées nouvelles, quoi. Voilà. Très intéressant. Ouais, effectivement, voilà, ouvrir et élargir les horizons, et c'est aussi l'occasion Voilà. quand on accueille de nouveaux bénévoles. Enfin voilà, ok. Très intéressant, Nathalie. Oui, alors nous, il y a Geneviève, je crois, qui est là aussi. Elle confirmera ou nous, elle dira non, c'est pas ça. Nous, on a besoin d'appui pour l'organisation de nos trajets qu'on a fixé assez tôt dans l'année.
je ne sais pas pourquoi on s'est fixé on s'est mis une telle pression sur le dos, mais en tout cas, voilà, il va y avoir un truc à gérer. Et puis en fait, on a une personne qui s'était, enfin, qui a investi dans l'association, qui s'était mis sur la gestion des groupes d'HP. On en a une bonne douzaine sur le département du Maine-et-Loire. Et donc, l'idée, c'est d'avoir un référent dans chacun des groupes et que au sein de l'association, il y ait quelqu'un qui soit le relais et qu'on puisse avoir des informations régulières sur chacun de ces groupes-là. Et en fait, c'est trop pour elle, donc elle a décidé d'arrêter. Donc voilà, on cherche quelqu'un d'autre pour la remplacer. Ok. Intéressant de voir que c'est peut-être trop pour une personne, mais que peut-être que ça peut être des binômes ou des trinômes qui font ça ensemble si c'est trop pour une personne. Même si, Ouais, bon, c'est déjà peut-être compliqué parfois de trouver une personne, mais en fait, voilà. parfois, non, mais ce que je veux dire, c'est que parfois les gens ont peut-être moins de mal à dire oui et à s'engager si ils savent qu'il y a d'autres personnes qui vont les soutenir et qui sont pas tout seuls dans la tâche que si c'est eux tout seuls, quoi. On travaille beaucoup sur ces questions de gouvernance, bah, notamment avec Action contre la faim, et c'est vrai qu'il y a beaucoup de structures en ce moment qui passent sur le mode co-délégué, co-président, co-référent, enfin voilà, justement pour se dire c'est trop pour une personne, ces rôles-là, c'est trop en fait par rapport à nos emplois du temps, les sollicitations parfois, enfin voilà. Donc peut-être parfois se dire on est deux ou trois sur la même tâche, entre guillemets, ça permet d'alléger et de faire ça dans collectif, quoi. Mais effectivement, oui. Mais bon, c'est Bon, déjà bien d'avoir mis en place la dynamique de référent, etc. Non, c'est nouveau peut-être. Donc ah oui, oui, non, 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 ouais. ça existe depuis un petit moment. Après, on a essayé de le structurer un petit peu mieux, mais ça existe depuis un petit moment. Bon, il faut dire qu'on n'est quand même pas beaucoup de bénévoles actifs. Mm. Nous, on appelle ça les bénévoles actifs. Et donc, on est effectivement sur la com, parce que c'est quand même, ils sont très sollicités. Donc là, ils sont deux. Mais pour les autres, on est plutôt chacun à une tâche, quoi. Après, on essaye quand il y a une action particulière comme l'AG, par exemple, on va tous s'y mettre. Bien sûr. Mais, Ouais. mais sur une chose plus précise, c'est plutôt une seule personne qui est Mm, fléchée, quoi. mm, mm, Très intéressant. Geneviève, je te laisse Oui, compléter. voilà, je veux bien compléter ce que Ouais. vient de dire Nathalie. Euh, En fait, l'organisation était là, était bien faite finalement, mais dans les trois besoins clés, moi j'ai mis entre autres faire nombre, être plus nombreux justement pour se répartir les tâches. Et là, je suis complètement d'accord. Si on était deux ou trois sur ça, chaque grand thème d'organisation qu'on a précisé, ça marcherait beaucoup mieux. Et c'est plutôt comment trouver de nouveaux bénévoles prêts à s'engager en nombre suffisant pour que ce soit moins lourd pour chacun. Mm, mm. Bon, donc ça, c'est un des points. Et puis là, j'avais mis un pouce parce que la communication pour moi était très importante. Et là, on a une personne, mais la communication, c'est vrai que une communication agréable, ludique, régulière, efficace. Mais il faut quelqu'un de compétent qui sache le faire. Et donc, ben voilà, hein. Et mon troisième point clé, c'est justement pouvoir trouver des personnes compétentes dans certains domaines. Et, et en plus de ça, alors des compétences, mais aussi des personnes prêtes à s'engager ponctuellement, à faire des choses simples. Ça, on a besoin aussi. Donc, Mm, en fait, il y en a pour tout le monde, mais voilà, il faut réussir à trouver le nombre et les bonnes personnes. mm, mm. Très intéressant, merci beaucoup Geneviève, parce que ça montre bien la diversité des choses qui peuvent être faites et des rôles qui peuvent être pris. Et je pense que du coup, c'est intéressant de rendre ça visible, la diversité des modes d'engagement possibles. Si c'est, voilà, je ne sais pas si c'est déjà le cas ou pas, mais de se dire comment est-ce qu'on rend visible le fait qu'on peut venir pour des actions ponctuelles ou faire de la com pour le projet, ou enfin voilà, mais que c'est compréhensible par les personnes qui sont intéressés par cette thématique ou envie de créer un habitat ou rejoindre un habitat participatif, etc. Noémie, Olivier, je sais pas dans quel ordre, je vous laisse. Je sais pas. Olivier d'abord, peut-être. Oui, merci. En fait, donc, je pense qu'on a, en tout cas pour ce que j'ai entendu, à peu près les mêmes besoins. Donc, effectivement, faire nombre, avoir des gens compétents pour utiliser des outils. Alors, moi, je parlerai de gare centrale parce que c'est vraiment l'outil
idéal pour gérer l'organisation interne, la communication interne et la communication externe. La gare centrale, c'est si quelqu'un s'absente 15 jours, il revient, il est à jour de tout. Il n'est pas obligé de lire tous les mails, les réponses aux mails, il ne comprend pas pourquoi un répond, il n'a pas la suite, etc. Donc ça, je pense que la plus grosse difficulté, c'est d'adopter l'outil. Déjà, choisir l'outil qui convient à tous. Déjà là, c'est compliqué. Ensuite, il faut bien en choisir un. Il ne convient pas à tous. Il y en a certains qui sont motivés, mais ils se démotivent vite parce que c'est complexe. On lui dit, tu n'as pas su faire ça, tu n'as pas fait ci. On fait des formations dans l'idéal. Et 15 jours après, moi, le premier, il y a des choses que j'oublie, donc j'ai besoin de quelqu'un. Il n'y a pas quelqu'un, je suis tout seul, etc. Donc ça, c'est la deuxième chose. Après, donc faire nombre et adopter les outils. Alors, ça a été dit aussi, je pense que c'est à la fois nos besoins et puis de trouver des solutions, mais j'en ai pas. C'est effectivement, idéalement, ne pas faire charger la mule à quelqu'un. C'est-à-dire, par exemple, nous, moi, j'ai 35 projets à suivre sur Montpellier et autour. Donc, je suis en charge de ça, mais très franchement, je ne le fais pas. Donc, je ne peux pas y arriver. Maintenant, est-ce que je peux déléguer facilement? Il faudrait que je délègue à 3 personnes. Mais alors là, la coordination, c'est compliqué. Mais dans l'idéal, mais je le fais pas, mais l'idéal, c'est je recrute quelqu'un et je lui donne une micro-tâche facile, qu'il fasse tout de suite et agréable. Mais c'est compliqué parce que je vais passer beaucoup de temps à lui expliquer. Et puis peut-être après, il fera que cette micro-tâche. Il faudra que je recrute quelqu'un d'autre qui va faire aussi sa micro-tâche. Donc voilà, donc c'est. Alors oui, une dernière chose aussi, alors c'est un besoin aussi, mais ça, j'ai besoin d'apprendre aussi, c'est travailler en asynchrone. Parce que c'est vrai que quand on se voit, mais on ne se voit pas souvent, parce que pour la team web, par exemple, on ne se voit pas assez souvent. Alors, il faudrait qu'on puisse, voilà, moi, j'ai du temps là maintenant, pendant 1 heure, je fais quelque chose, je le poste quelque part. Il y en a un autre demain à 5 heures de l'après-midi, il aura le temps, il fera 1 heure de plus. Mais tout ça, c'est idéal, mais je ne sais pas comment le faire. Et puis en même temps, je ne sais pas si les gens avec qui je suis sont capables de le faire. Pas qu'ils ne sont pas capables, mais est-ce qu'ils en ont envie? Est-ce qu'ils ont le temps? Oui, c'est la question des Est-ce outils qu'ils vont aussi. vouloir travailler comme ça? Parce qu'il y a certains, ça a été écrit tout à l'heure, ils veulent être responsables d'une tâche qu'ils voient avancer. Ouais. Quand on est un peu dans le taylorisme, là, chacun fait une petite tâche, il ne voit pas l'ensemble et peut-être c'est pas motivant. Donc, j'ai posé plus des questions, des besoins, mais je ne sais pas comment. C'était l'enjeu et l'objectif, donc c'est très bien, mais très intéressant la notion de gare centrale et oui, en fait, déléguer, parfois, ça prend du temps. Et donc, du coup, on se dit qu'on va pas le faire, mais bon, c'est assez classique ce que je vais dire. Je vais peut-être enfoncer des portes ouvertes, mais c'est du temps qu'on gagne aussi par la suite et du fait qu'après, on peut déléguer des choses, hein, évidemment, et le travail en asynchrone, très intéressant. Noémie, je te donne la parole et après, on va continuer, mais vas-y. Merci. Du coup, moi, c'était surtout la question du travail, enfin, la fragilité des structures associatives. Et donc, des fois, on cherche à alléger le travail du salariat pour le mieux le répartir, et notamment tout ce qui n'est pas rémunéré et qui peut pas être valorisé, comme beaucoup de promotions, des fois, ou l'aller vers. Voilà comment demander aux bénévoles de le faire. Et moi, derrière ça, il y a toujours aussi la question de c'est toujours les mêmes qui s'engagent. Et donc, on les épuise. Et voilà, c'est comment équilibrer ça. Alors, faire nombre, c'est vrai que ça permet d'alléger. Ou alors d'avoir une diversité des profils avec une diversité des missions. Donc voilà, c'était plus une réflexion sous ça. Et c'est vrai que tout le monde a un peu raisonné comme ça aussi. Donc voilà, Ouais. c'était ma participation. Merci, Noémie. Très intéressant, tous ces partages. Effectivement, c'est assez récurrent quand même de se dire, c'est toujours, enfin voilà, une petite partie qui s'engage très activement. Je suis allée rechercher ce schéma là pendant que vous parliez parce que ça m'a fait penser à ça. Alors c'est un schéma très simple, hein, mais qui montre un peu les différents niveaux d'engagement dans des communautés et la règle. Une règle qui existe, pourrait vous retrouver les sources, mais du 90-10. Généralement, dans une communauté, un groupe, un réseau, etc., il y a 90 personnes qui sont plus passifs et il y a 10% des gens qui s'engagent réellement. Donc l'idée, c'est de se dire comment est-ce que déjà on prend conscience de ça et on l'accepte. Il y aura toujours des gens qui seront passifs, entre guillemets, et qui viendront peut-être à 1 ou 2 événements et qui s'engageront pas. Tout à l'heure, quelqu'un a parlé de locomotive. Je pense que c'est assez intéressant et ça fait écho à une discussion que j'avais avec quelqu'un qui s'appelle Hubert Pénicaud, qui a travaillé sur les enjeux de gouvernance dans le monde associatif et qui m'a dit, pour moi, les communautés, l'engagement, c'est un peu comme une locomotive. Parfois, on est sur le quai et on regarde le train passer. À un moment, il y a quelque chose qui va nous faire monter dans le train et on va faire partie du voyage et on va être peut-être à ce niveau 2 de quelqu'un d'actif et qui est là, etc. Et puis parfois,
parfois, on va nous-mêmes conduire le train et prendre vraiment le volant en ayant conscience que bah, parfois, en fait, on va juste redescendre du train parce qu'il y a plein d'aléas dans notre vie, etc. Et peut-être qu'on va y remonter plus tard, etc. Et j'avais trouvé que c'était une jolie métaphore. Mais en tout cas, voilà, ce graphique autour des niveaux d'engagement qui montre aussi effectivement qu'il y a des gens qui vont toujours rester un petit peu passifs, que parfois il y a des gens qui vont être actifs et que le noyau dur de personnes qui s'engagent avec vous, bah, en fait, il est restreint et que ce sont des personnes à chouchouter et effectivement à pas épuiser. Mais voilà, qu'il y aura toujours une petite partie de toute une communauté qui s'engage sur des enjeux. Euh, Merci pour vos partages. Je vois que l'heure file, donc je propose de parler un petit peu plus du sujet de bah, où trouver des bénévoles, etc. Ça fait écho à plein de choses. Je voulais juste parler un petit peu avant des lieux, des espaces pour recruter, de parler de tous ces sujets-là avant qui font que enfin, les besoins sont caractérisés, communiqués, que les gens comprennent comment est-ce qu'ils peuvent contribuer au projet. Voilà, je crois que c'est... oui, c'est bon. Et du coup, bah, ma première question, c'est les personnes les plus engagées, donc là, Noémie, par exemple, parle toujours les mêmes qui s'engagent, etc. Ces personnes-là qui sont les plus engagées dans vos structures aujourd'hui ou au sein du réseau de manière générale, d'où est-ce qu'elles viennent? Comment est-ce qu'elles sont arrivées dans le réseau? Est-ce que vous... Voilà, si vous prenez vraiment des personnes qui existent dans vos structures, euh, d'où est-ce qu'elles viennent? Comment elles sont arrivées là? Est-ce que c'est par un canal en particulier? Est-ce que c'est par des événements? Je vous laisse. Bah, c'est souvent celles qui se sont investies dès le départ, qui sont toujours les plus actifs parce qu'ils tiennent à ce bébé qu'ils ont et qui ne veut pas que ça s'arrête, quoi. Donc, il me semble, dans ceux que j'ai vus, c'est comme ça. Ils sont vraiment à chaque fois toujours là. Vraiment, eux, ils manquent pas à l'appel. Parce Mais d'où qu'ils ont ils viennent à des, la base? Comment est-ce qu'ils sont rentrés dans la structure? parce qu'ils sont Enfin, sources, parce que c'est les personnes sources, voilà. les personnes sources. Ok. Nous, à Montpellier, on a vraiment un bon nid de personnes sources. Ils sont tout le temps là, vraiment, même des fois, on pensait qu'ils seraient pas là, mais ils sont vraiment là parce que c'est dans les coups durs, ils sont là. Alors Mm. qu'on l'a moins avec des gens qui viennent depuis peu, quoi. Donc, Ok. quelque part, le fait d'avoir été la source, ça crée un engagement indéfectible, on pourrait dire. Ouais, bien sûr. C'est l'effet Ikea. Vous connaissez l'effet Ikea? Non. Est-ce que vous avez déjà construit un meuble Ikea? Est-ce que vous avez déjà pris la tête sur la construction d'un meuble Ikea? Et est-ce qu'à Oui. chaque fois que vous passez devant ce meuble, vous vous dites, c'est moi qui l'ai fait quand même. Enfin voilà, j'ai galéré, mais il est là maintenant. Bah, c'est ça l'effet Ikea, c'est de se dire, bah, j'ai contribué à la construction de quelque chose et donc j'y suis peut-être plus attachée que si j'avais acheté le meuble tout prêt, quoi. Vous voyez le métaphore. Nathalie? Ouais, pardon, il y avait Aurélie aussi. Non? Non. Nous, en fait, c'est beaucoup. Ah, Enfin, Geneviève est vraiment l'exemple parfait. C'est des gens qui sont en habitat participatif depuis très longtemps et qui ont bénéficié de tous les bénéfices de l'habitat participatif et qui ont envie de le partager et de le mettre en avant. Et là, si je prends les 8 bénévoles vraiment actifs de F49, il y en a 6 qui habitent en habitat participatif depuis longtemps, quelques-uns un peu moins longtemps, mais voilà, c'est vraiment porté par ça. ok. Et du coup, C'est la conviction, là, c'est plus des convictions. ouais. Et du coup, enfin, peut-être que je pinaille, mais vraiment, est-ce que c'est vous qui êtes allé chercher ces habitats participatifs et du coup qui avez voilà, fait en sorte que les gens s'engagent? Est-ce qu'ils ont entendu parler de la structure, etc. Enfin, c'est des personnes sources, comme vous disiez, enfin, juste pour comprendre, mais Ouais. comment est-ce que... Alors, Ouais. alors en fait, il y a d'abord Marida et Jean-Louis qui ont créé ça parce que en fait, ils avaient un projet d'habitat participatif. Ouais. Et ils ont créé une association, je ne me rappelle plus comment elle s'appelait à ce moment-là, mais aussi elle s'appelait déjà F49. Et eux, ils avaient envie de monter un projet. Ils n'étaient pas dans un projet, ils avaient envie de monter un projet. Mm. Il y a eu un moment sur Angers, un appel à manifestation d'intérêt pour des promoteurs, etc. Et donc, il y a un groupement de promoteurs qui a inscrit dans son projet de l'habitat participatif. Ok. Là, il y a eu une réunion publique avec plein de gens qui sont venus.
Ok, Et en fait, moi, j'ai rallié l'association à partir de ce moment-là. ok, Et puis d'autres, et Marisa et Jean-Louis, qui, eux, sont partis dans leur projet, ils n'avaient plus le temps d'être dans l'association, donc le relais a été pris par d'autres, quoi. ok. Très Ouais. intéressant. Ok, merci beaucoup, Nathalie. Noémie? Mm. Je voulais dire quoi, mince. Non, pareil, j'étais d'accord sur l'origine, ceux qui ont fondé. Et ah oui, c'est parce que j'ai interrogé une dame aux rencontres régionales là, de Chambéry. Je lui ai dit, mais pourquoi vous êtes là alors que votre projet il est installé et que vous avez plus rien à apprendre en fait. Elle me dit, bah moi je veux partager mes galères. Et donc voilà, elle a son expérience. Donc c'est le partage d'expérience qui motive, il me semble, beaucoup les gens, même après l'installation. Ok, d'accord. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres contributions sur ce sujet de d'où les gens engagés viennent? Comment est-ce qu'ils sont arrivés jusqu'au réseau ou jusqu'à vos structures? Gérard, je crois. Oui, je confirme complètement. Je viens d'écouter tout ce qui a été dit. Effectivement, il y a tous les gens qui sont engagés depuis longtemps dans la création d'une structure de la plateforme en foot. Ça fait 14 ans qu'on existe. Et ceux qui sont engagés dans leur propre habitat participatif continuent, pour la plupart, à transmettre et à entraîner le plus possible d'autres personnes potentiellement vers d'autres projets ou les amener à créer leur propre projet. Hmm, Et ça, c'est le rôle que l'on peut avoir sur le terrain régulièrement. très intéressant. Avec une montée en puissance, nous espérons, dans les années à venir, avec un projet que nous montons petit à petit pour essayer de développer sur la région, sur le département surtout, les différents habitats participatifs. Ok, merci Gérard. Anna? Oui, effectivement, il y a, pareil ici, il y a, on va dire, les historiques. On les Oui. appelle nous comme ça un peu. C'est bon, les piliers, quoi, les historiques qui sont depuis le début, qui ont créé parfois l'association et qui ont monté Hmm, un projet qui habite, qui sont là. Mais il y a aussi enfin, des peu de personnes qui sont engagées comme bénévoles, qui viennent parce qu'ils veulent créer un projet d'habitat participatif, donc ils s'engagent. ok, Juste, voilà. Mais qui disparaissent aussi assez vite si le projet ne se monte pas. On les voit plus, quoi. C'est un peu, ouais, voilà, c'est ouais. un peu, je veux pas parler de opportunisme, mais voilà, Ouais, bah, je sais pas. on peut peut-être le dire. Moi, Entre nous, on peut. voilà. Ok, ok, très intéressant. Merci beaucoup pour vos partages. Ça me permet un peu plus de centrer. Alors, je vous partage quelques petites voilà, idées, perspectives sur comment est-ce qu'on recrute des bénévoles, même si parfois j'ai l'impression d'enfoncer des portes ouvertes quand je le fais, mais bon, je le dis. Et je vais passer vite et on pourra en débattre juste après. Donc, bah, aujourd'hui, il y a quelque chose qui existe, qui n'existait pas pour le coup avant, qui est un peu cette idée de annonce sur les plateformes. Donc, pour des besoins, par exemple, parfois en communication ou des choses comme ça, qui vous permettent de cibler, comme vous disiez tout à l'heure, hein, mais des personnes avec des compétences spécifiques qui peuvent mettre au service du projet. Alors, j'entends que dans votre cas, il y a aussi beaucoup l'idée et l'importance d'être convaincu par l'habitat participatif, d'avoir envie de le porter. Mais le jour, j'étais au téléphone avec un bénévole qui me disait, bah, en fait, moi, je suis graphiste, je fais de la communication j'ai choisi d'aider une structure que j'ai trouvée sympa parce qu'il y avait enfin, il y avait un besoin à un moment donné. Je me suis dit que mes compétences pouvaient être utiles pour cette structure-là. Voilà. Donc, les plateformes vous permettent aussi parfois de bah, publier des offres de mission, comme on voyait tout à l'heure sur les missions avec des besoins très spécifiques, de mettre votre adresse, etc. Bah, c'est le cas par exemple sur Je veux aider. Alors, je fais peut-être mon autopromo parce que j'ai une mission avec eux en ce moment, mais en tout cas, ça peut permettre de cibler des besoins sur un territoire et des personnes assez spécifiques. On peut mettre voilà, les compétences recherchées, les disponibilités requises, etc. Et ça peut attirer des personnes qui peut-être n'auraient jamais entendu parler de vous autrement que par là, parce que les gens cherchent aussi beaucoup d'émissions autour de chez eux. Il y a d'autres plateformes comme France Bénévolat, Bénévolte, etc., qui proposent aussi ces missions-là, enfin, je veux dire, ces opportunités.
Bon, il y a quelques avantages et inconvénients. Alors, comme je disais, les avantages, c'est d'atteindre des cibles qu'on n'aurait peut-être jamais atteint autrement que par là, de pouvoir être précis sur son besoin. Et ces plateformes, elles font de la communication aussi. Donc, en fait, elles vous donnent de la visibilité aussi sans que vous ayez besoin de le faire. Les inconvénients, comme un peu partout, hein, c'est que parfois les gens comprennent pas, voilà, ils sont pas forcément habitués à la thématique ou des choses comme ça, et donc ça peut, voilà, créer de la désillusion, de l'incompréhension sur les missions. Et puis comme partout, parfois il y a des gens qui postulent aux missions et puis qui répondent plus jamais. Ça arrive un petit peu partout, tout le temps. Un deuxième moyen d'attirer des bénévoles, c'est le bouche à oreille. Donc j'imagine que dans votre cas, c'est particulièrement intéressant et pertinent et que c'est quelque chose aussi que vous avez peut-être développé. Mais en fait, vos meilleurs ambassadeurs, ce sont les gens qui s'engagent auprès de vous. Ce sont eux qui ont vécu une expérience forte en peut-être créant, comme vous disiez, ce sont des personnes sources qui ont eux-mêmes créé leur habitat participatif, etc. Et donc finalement, ce sont eux les meilleurs ambassadeurs pour convaincre d'autres de rejoindre le mouvement, de donner même parfois peut-être 2 heures sur un événement, etc. Euh, et d'atteindre peut-être par exemple leurs proches ou des choses comme ça que vous atteindriez jamais avec des campagnes de communication ou des annonces sur des plateformes, etc. Euh, euh, du coup, ça fait un peu cet effet boule de neige de peut-être au début on est quatre, mais parce que quelqu'un a parlé de ça à sa cousine, elle s'est engagée et du coup elle-même a engagé trois de ses potes à venir à un événement, etc. Enfin, voilà, c'est un peu la chaîne de l'engagement sur laquelle on aime bien faire réfléchir aussi dans ces réflexions-là. Et pour moi, il y a deux étapes clés quand on veut motiver, stimuler le bouche à oreille aussi euh, dans ces enjeux-là, c'est de demander aux gens de parler et de les équiper pour le faire. Parfois, les gens sont un peu flemmards. Donc, en fait, si on leur demande juste est-ce que tu peux parler de ce que tu fais, est-ce que tu peux faire un post sur tes réseaux ou n'importe lequel des réseaux que tu utilises, que ce soit LinkedIn ou d'autres, euh, en fait, parfois les gens le font pas. Alors que si on les équipe avec, ça peut être des messages pré-rédigés ou des choses comme ça leur donne les outils et la motivation parfois pour partager autour d'eux. Quand je travaillais dans l'association dans laquelle j'étais pendant plusieurs années, on pré-rédigeait même parfois des petits messages WhatsApp à envoyer sur des boucles familiales ou des choses comme ça. Ça peut paraître un peu assistanat et on se dit, bah, les gens, ils peuvent quand même être capables de rédiger eux-mêmes un message, mais parfois, en fait, enfin, peut-être que vous avez déjà vécu ce côté, j'ai la flemme, en fait, j'ai pas le temps, je suis pressée, ou enfin voilà. Et donc, du coup, parfois, c'est à nous aussi de prémâcher le travail, entre guillemets, pour que ce soit facile après pour les gens d'en parler autour d'eux. Donc, ça peut être créer un petit kit, cinq petites lignes, un visuel chouette à partager ou des choses comme ça. Quelques exemples là-dessus, je sais pas si vous connaissez Timeform de Planète. Alors, il y a un moment où sur LinkedIn, moi j'avais ouvert mon LinkedIn et il y avait vraiment plein de gens qui partageaient sur cette initiative où on pouvait faire un don pour soutenir le développement de projets à impact, etc. Et c'est vraiment tout le monde partageait le même message parce que ils avaient équipé les gens qui donnaient même parfois juste 10 euros pour faire des posts sur les réseaux sociaux. Et donc, voilà, ça fait mousser un petit peu l'ego aussi, je partage autour de moi, etc. Parfois, c'est pas les. Enfin voilà, mais ça permet un enjeu de valorisation. Et nous, chez Make Sense, on avait créé. Et après, Noémie, je te donne la parole. On avait créé un certificat pour les gens qui s'engageaient avec nous. Alors, c'était un certificat qui n'avait aucune valeur. De diplôme qui est reconnu par personne, enfin voilà, c'est le graphiste qui avait bossé sur ça et c'était un petit certificat comme ça qu'ils recevaient en PDF avec voilà des compétences qu'ils avaient développées en étant passés par Make Sense. Et les gens étaient trop contents d'avoir ça à valoriser et de le promouvoir sur les réseaux, etc. Parce que voilà, ils pouvaient en parler autour d'eux, etc. Alors, c'est pas forcément vers ça que vous allez vous diriger ou tendre, mais c'est juste pour vous donner des perspectives aussi et des choses qui peuvent fonctionner pour certaines personnes dans ces sujets. Noémie, tu voulais réagir? Oui, enfin, en fait, c'est exactement le but de cette animation réseau, c'était de trouver aussi des ambassadeurs. Et donc, en fait, il faut quand même qu'on fabrique le discours. Et donc, c'est tout un travail aussi de fabrique de ça. Et voilà, on n'en parle pas assez, mais il y a aussi un gros travail de nous, de savoir ce qu'on va faire dire et ce qu'on veut développer et quel degré d'autonomie, en fait, on laisse aux gens. Voilà, c'était pour le rappeler.
Hyper intéressant. Effectivement, là, ce fabrique de discours qui peut-être est un enjeu très collectif aussi, de construire ce discours-là ensemble et de voir comment est-ce que ça rayonne, quoi. Et ça fait rayonner le mouvement. Merci. Euh, hop, allez, j'enchaîne. On arrive un peu à la fin, mais je vous partage ça et après, je vous laisserai la parole pour réagir aussi. Euh, pour recruter des bénévoles, parfois c'est aussi en présentiel. Donc voilà, j'imagine qu'il y a des lieux particuliers où peut-être l'habitat participatif a plus sa place en tant que thématique. Donc des événements, des forums, des festivals, des événements institutionnels ou associatifs, etc. Voilà, donc effectivement, nouer du contact en direct avec les gens, c'est intéressant, mais ça prend du temps. D'aller aux événements, de tenir des stands ou des choses comme ça. Donc effectivement, ça demande aussi de l'engagement, mais ça peut être par exemple ce que vous demandez à des personnes qui ont envie de s'engager peut-être un peu plus ponctuellement, de tenir un stand une fois, etc. Euh, qui permettent de créer du lien dans la vraie vie sur ces enjeux-là et d'attirer. Et puis la dernière chose, c'est de proposer en direct à des bénévoles de monter la marche d'après ou voilà, de faire ce petit pas. Je crois que c'est toi, Olivier, qui partageait ça tout à l'heure, une petite tâche, une micro-tâche ou quelque chose comme ça qui permet de se mettre en action et de se dire, mais en fait, déconstruire tous les freins qu'on peut avoir, bah, en fait, je suis capable, je peux m'engager là-dessus, j'ai ma place dans ce mouvement, je suis utile et en fait, on a besoin de moi aussi. Euh, et donc, du coup, moi, j'avais plein d'exemples comme ça, mais il y en avait une qui m'avait particulièrement marquée au sein d'un programme qu'on animait. C'était Adèle, que vous voyez sur cette photo, qui m'a donné l'autorisation de pouvoir partager son histoire, mais qui était quelqu'un d'assez timide, qui était là, toujours là, mais voilà, on l'entendait pas beaucoup, elle était très discrète, mais elle avait une manière assez douce de faire passer à l'action les gens, etc., ou en tout cas d'envisager l'action dans le programme dans lequel on était. Et un jour, je lui ai dit, Adèle, tu voudrais pas me filer un coup de main juste 2 heures, juste cette fois pour ce truc-là? Je me plus ce que c'était. Et en fait, Adèle, elle s'est engagée à hauteur de presque 10 heures par semaine après, pendant 2 ans, au sein du programme. Et j'ai l'impression que c'est parfois ce petit truc de, tu voudrais pas juste 2 heures me filer un coup de main qui permet parfois à des gens qu'on a sous les yeux, mais on se dit, bon, bah, ils se sont pas manifestés, donc en fait, finalement, peut-être qu'ils ont pas envie de s'engager plus. Mais voilà, le petit coup de pouce, la petite phrase magique de je pense que tu pourrais le faire, t'as pas envie enfin voilà, de me filer un coup de main parce que je pense que moi je pense que tu en es capable. Et d'avoir quelqu'un qui te dit ça, peut-être pas de cette manière-là, mais en tout cas, c'est ce qu'on peut comprendre, ça peut juste faire la différence et débloquer des personnes qui se sentaient pas forcément légitimes pour le faire. Voilà. Et dernière chose, c'est de juste vous partager rapidement les étapes et de penser un peu à, ok, le recrutement de bénévoles dans nos structures, comment est-ce que ça se passe? Quelles sont les étapes qui vont faire que les gens entendent parler de nous, manifestent leur envie de nous rejoindre et qu'on les accueille? Donc, quelques grandes étapes, j'entends parler de la thématique, la structure, la cause, je veux monter mon projet, donc je cherche des structures ou des mouvements qui parlent de ça. Euh, j'ai un moyen concret de manifester mon intérêt à rejoindre la structure. Bon, là, il y a écrit l'association, mais à rejoindre la structure, le mouvement, etc. Parfois, c'est envoyer un mail, répondre à cette annonce sur une plateforme, comme je vous disais, remplir un questionnaire, ça peut être des choses comme ça. La troisième étape, ça va être parfois de participer à un événement ou une visio en ligne pour comprendre plus sur le projet qu'on a envie de rejoindre et comprendre les moyens d'action qui sont possibles et après d'embarquer dans une mission. Alors parfois ça se fait dans l'ordre opposé, parfois on embarque sur une mission et après on en apprend plus sur la structure, enfin ça dépend des contextes. Mais je voulais juste partager ça sur un peu la notion de, voilà, concrètement, essayer de réfléchir à si quelqu'un veut nous rejoindre demain, comment est-ce que ça se passe concrètement? Si c'est pas déjà formalisé, ça peut aider aussi à apporter, et pour vous et pour les gens qui y rejoignent, une clarté sur comment est-ce qu'on embarque dans l'émission. Voilà. Hop, j'arrête le partage. Est-ce que vous avez des questions, réactions par rapport à cette dernière session là, plus sur comment est-ce qu'on trouve des bénévoles, où est-ce qu'on les trouve? Euh, j'ai juste l'impression que, en fait, dans tout ce que tu dis, il faut juste expliciter, démystifier, expliquer, et que quand c'est clair, les gens, ils savent dans quoi ils s'engagent, et que c'est juste ça, en fait, le mystère qu'il faut enlever. Ouais.
Je suis bien d'accord. Je pense qu'effectivement, les gens ont besoin de concret. De plus en plus, avec toutes les mutations de l'engagement dont on a parlé tout à l'heure, c'est voilà, de comprendre à quoi on contribue. Je sais plus comment quelqu'un me l'avait formulé d'une super belle manière, attendez, je vous retrouve ça parce que je sais où c'est. Hop. Euh, mince, je retrouve plus ma phrase. Bon, c'est pas grave. Mais voilà, de comprendre notre rôle dans le collectif. Est-ce qu'il y a d'autres retours? Juste, Questionnement. effectivement, Oui, il y a un temps à se donner entre bénévoles pour poser tous ces sujets-là. Et en fait, en plus, on est parti sur un truc là, l'habiter autrement, l'archipel, en élargissant encore plus. Donc, là, on commence à se perdre un peu. Mais, euh, mais en tout cas, il y a se poser et puis prendre le temps de réfléchir à ce truc-là et à tous les messages, effectivement, ouais, qu'il faut faire passer aux uns aux autres. Donc, carrément. voilà, c'est un petit peu de temps à Bien dégager sûr, et qui permet après peut-être d'en gagner. bien sûr. Carrément. Effectivement, ça fait gagner du temps ensuite, par la suite. Je vous remets la phrase, je l'ai retrouvée. Voilà, c'est se dégager ce temps-là pour se dire c'est un travail qu'on fait pour la suite, pour rendre son besoin clair. Et je sais que vous avez plein de choses à faire et que vous êtes déjà aussi beaucoup dans l'opérationnel et que vous portez beaucoup de choses. Mais c'est pas grave si c'est pas demain. C'est de se fixer en fait des moments où vous dites, bah là, on va réfléchir sur ce sujet-là. C'est peut-être 1 heure la semaine prochaine, 2 heures fin janvier. Enfin, voilà, mais de vous dire, ok, bah on sacralise du temps à un moment donné pour ça. Ok, alors ce que je vous propose, justement pour rebondir sur ce que tu viens de partager, c'est de prendre 5-10 minutes. On va voir déjà 5 minutes ce que ça vous évoque, mais de se dire, ok, bon, bah là on a partagé plein de choses, des idées, enfin des défis, des besoins, des idées, etc. Je vais partager quelques idées, mais vous aussi. Voilà, si vous aviez 2 ou 3 actions à mettre en place dans les 6 prochains mois pour essayer justement de répondre à ces défis et besoins que vous avez mentionnés au début, pardon, ce serait quoi de manière super concrète? Donc ça peut être vraiment dans 2 semaines, j'organise une réunion avec 3 personnes pour réfléchir aux besoins qu'on a et les qualifier. Enfin voilà, mais de manière super concrète, à quoi ça ressemblerait? C'est plutôt en individuel, là, Lorraine? Oui, oui, pardon, en individuel. Alors, il y a une question dans le chat et puis je vois que Monique lève la main. Oui, Monique, vas-y. Sur HP56, nous, ce serait de pouvoir, enfin, de contacter en fait. L'action, c'est de faire une visio éventuellement pour contacter tous les groupes qui sont sur le Morbihan, qui sont actifs. Actuellement, on est 5-6, mais bon, ça, chacun a du mal à s'engager vraiment. Et ce serait bien qu'on puisse savoir d'aller vers les autres groupes, déjà pour faire un partage d'expérience et puis voir avec eux si ils peuvent s'engager un petit peu plus aussi au niveau de l'ensemble d'HP 56, voilà. Super intéressant, merci. Ok, bah très concret, voilà, organiser un temps d'échange et voilà, échanger sur les besoins, les défis. Alors Geneviève, bon, j'ai envie de dire oui parce que mais moi je trouve que ça coûte rien d'essayer en fait les plateformes aussi. Alors comme je disais tout à l'heure, hein, parfois il y a des gens qui répondent pas, c'est pas forcément, les gens se projettent pas forcément vraiment dans la réalité de ce que c'est l'engagement dans vos structures, etc. Ça permet d'attirer des gens qu'on n'aurait jamais touchés et du coup moi c'est ça que je trouve intéressant là-dedans, c'est que ça peut cibler par
le territoire ou par la compétence ou la disponibilité et du coup faire connaître le mouvement à de nouvelles personnes. Est-ce qu'il y en a d'autres qui auraient envie de partager des actions concrètes? Vous n'avez pas eu le temps de réfléchir, mais si vous avez envie de le faire en mode spontané, ça peut être l'occasion. Bon, bah, je vais contribuer. Nous, on est en pleine réflexion sur le kit d'accueil de l'association quand on a des nouveaux bénévoles Ouais. ou des anciens qui renouvellent leur adhésion. Et donc, du coup, moi, cette idée d'expliciter le parcours, ça me plaît bien. On avait essayé par des mots en disant, vous pouvez donner un petit coup de main sur un truc bête et méchant comme la compta. Ou alors, vous plutôt être là pour distribuer les chaises, être aux bourses au projet, tenir une buvette, tout ça. Mais en fait, peut-être qu'il y a aussi un support visuel ou quelque chose aussi encore à compléter. Et ouais, je sais pas comment on peut faire plus parce que il me semblait que c'était déjà explicite par le texte. Voilà. Ouais, bah, tester, varier les visuels pour voir ce qui attire et demander aux gens en fait aussi, vous en pensez quoi? Enfin, voilà, concrètement, essayer de réfléchir aussi à plusieurs sur ces sujets-là pour les nouvelles personnes qui ont rejoint, ça peut être intéressant carrément. Merci Noémie. Nathalie, alors Oui. moi j'aurais envie déjà de faire un retour aux autres membres actifs de l'association pour leur partager ce qu'on a appris aujourd'hui. Et puis comme on a une AG qui arrive bientôt, c'est peut-être de préciser nos besoins et de cibler peut-être dans tous nos adhérents ceux qu'on pourrait flécher sur telle ou telle petite micro-action pour nous aider, quoi. Bien. Et effectivement, l'AG, c'est aussi un bon moment pour recueillir les envies d'engagement des gens. Donc, vous pourriez aussi organiser une espèce d'atelier où les gens partagent un peu, voilà, est-ce qu'ils auraient envie de s'engager un peu plus ou quelles sont leurs envies pour le mouvement, pour la structure, est-ce qu'il y a des choses à imaginer ensemble, d'ouvrir un peu l'intelligence un peu pour se dire, bah, en fait, on co-construit ensemble. Si les gens donnent leurs idées et qu'on les suit, bah, ils auront envie de s'engager derrière. C'est l'effet IKEA dont je parlais un petit peu tout à l'heure, mais effectivement. Allez, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui a envie de témoigner? Et puis après, on va peut-être prendre le temps de conclure et prendre une photo. On aurait dû la prendre tout à l'heure avant qu'il y ait des gens qui nous quittent. Mince. Pourtant, je la connais cette leçon, mais bon. Est-ce qu'il y a une dernière personne qui a envie de partager ou pas forcément? C'est pas du tout obligé. Ok. Eh bien, merci beaucoup pour votre écoute. J'espère que ça a été utile. Peut-être juste avec la main, là, comme ça, vous pouvez me dire sur une échelle de 1 à 5 à quel point ça a été utile cette visio. Je prendrais pas mal si vous faites un. Vraiment, je préfère que vous soyez transparent. C'est aussi des exercices comme ça, nouveaux. Enfin, ce format-là, c'est la première fois que je le fais comme ça. Donc, c'est pour comprendre un petit peu de 1 à 5. On peut, voilà, à 3, 2, 1 que vous me montriez sur votre doigt, plutôt 4. Je ferai des 4, 3. Ok, 3. Ok, merci, c'est intéressant pour moi. Je vous laisse peut-être Charlotte et Aurélie conclure par rapport voilà, aussi à comment est-ce que tout ça s'inscrit dans les visions interstructures que vous organisez, parler rapidement de la prochaine et après on prend une photo avant de se quitter. Je te laisse donner le calendrier, Aurélie. Le calendrier, c'est bien, je l'ai pas sous les yeux. Merci. On le fait ensemble. En tout cas, oui, oui. Alors attendez, laissez-moi 30 secondes, je vais aller le rechercher. Et je l'ai mis en ligne d'ailleurs. J'ai créé un espace sur l'intranet pour ceux qui sont un petit peu familiers du site internet d'HPF. Sur l'intranet, donc la partie quand vous êtes connecté, il y a un pôle animation de réseau qui reprend ce calendrier, effectivement. Donc vous pourrez retrouver les dates et les thèmes qui seront abordés. Il doit juste manquer peut-être sur quelques-uns les horaires parce que on s'était dit, si vous vous souvenez, sur la précédente visio, on s'était dit qu'on switcherait une fois en fin de journée et une fois entre midi et 2 pour voir là où il y aurait le plus de gens pour fixer définitivement un horaire voilà, qui convient le plus à tout le monde. Je sais pas si je suis hyper claire quand je dis ça. Dans tous les cas, effectivement, je ne retrouve pas le calendrier. Le temps que tu cherches, Aurélie, peut-être juste pour vous dire que là, le sujet de la mobilisation bénévole et de l'animation d'un réseau bénévole,
on l'a volontairement mis un peu en priorité, aussi à l'issue du questionnaire qu'on vous avait fait passer et qui était vraiment sorti parmi vos besoins aussi. Donc, comment trouver des bénévoles, comment animer ce réseau. Du coup, on a fait appel à Lorraine pour cette première visio. Il y en aura une deuxième, Lorraine, que tu vas venir animer en février et qui sera vraiment dans la continuité de celle-là, avec un peu le même format, mais avec du coup ton apport aussi de ton expérience. Et donc là, on était sur comment mobiliser des bénévoles et la visio en février. Avec Lorraine, ça sera comment animer plutôt le réseau, donc plutôt sur les questions, je pense, voilà, justement d'outils, etc. Ouais. Si je me trompe pas, C'est le elle 5 est, février. Oui, voilà, c'est ça, ça. ça, c'est le 5 5 février. février de 18h30 à 20h. Alors, ça sera, on a essayé de le mettre un peu plus tard parce qu'on a eu pas mal de demandes qui nous demandaient de commencer après 17h30. On verra si le créneau effectivement convient. Voilà. Ouais, on en rediscutera. Mais effectivement, là, on abordera plus les notions de rituels au sein voilà, de groupes d'animation, de rituels et de parcours. Tu parlais, Noémie, de ça aussi. Voilà, comment est-ce qu'on pense l'accueil, mais aussi, du coup, après, la montée en responsabilité ou des choses comme ça dans l'animation. Voilà. Et toujours sur ces questions de mobilisation bénévole, après donc cette deuxième visio sur l'animation du réseau, on vous propose aussi le 12 mars un échange en mode codev en fait pour parler voilà d'une problématique que vous auriez rencontrée et enfin voilà, je pense qu'il y a pas mal de gens qui sont un petit peu habitués au codev. Là, ça sera animé par Charlotte et par moi. Donc pour se pencher sur une problématique en particulier, toujours dans l'optique de la mobilisation bénévole. Et alors là, on sort un tout petit peu voilà, de la mobilisation bénévole. On a inséré le 13 janvier et aussi, toujours dans le cycle des visio interstructures, une visio sur comment chercher et mobiliser des financements pour ma structure. On a pensé que la temporalité était bonne parce que ça correspond en fait à une demande du FDVA, en fait, donc les fonds de développement de la vie associative qui arrive à peu près à cette époque. Donc, si vous voulez que votre structure puisse faire une demande, on vous donne les clés début janvier pour y répondre et pour faire vos demandes de subvention. Voilà. Peut-être juste, je fais une mini précision. Le co-développement, je ne sais pas si c'est connu par tout le monde, mais en fait, ce qu'on a imaginé avec Aurélie, c'est avoir à la fois des temps comme on vient d'avoir avec Lorraine, plutôt de voilà, partage, mais avec vraiment un apport aussi d'expérience et un peu de théorie aussi. Et on s'est dit que, un peu de manière intercalée, on allait vous proposer des temps pour que une ou plusieurs personnes sur ces temps-là puissent venir vraiment avoir un temps pour déployer en fait une problématique précise. Donc l'idée des codev, c'est qu'on prendra peut-être une structure, enfin ou en tout cas la personne qui sera là sur une structure pour déplier une problématique. Et c'est l'idée en fait d'être dans un groupe d'apprentissage entre pairs et que la problématique d'une structure évidemment va servir aux autres. Mais en tout cas, c'est un processus qui est assez chouette, avec aussi un rythme assez calé, des étapes qu'on passe et qui en même temps voilà, est souvent très, voilà, très positif. Donc on vous propose ça aussi pour que ces temps-là, ils soient aussi efficaces pour vous faire avancer peut-être de manière plus spécifique sur vos problématiques particulières. Et peut-être juste terminer, Aurélie, tu animes aussi une visio le 8. Oui, lundi prochain. Là, on n'est plus dans le cadre des cycles interstructures, on est dans le cadre des visios purement outils. Et c'est une petite présentation d'une heure de l'espace ressources, donc l'espace qui a été mis en ligne il y a fin octobre, sur lequel on a travaillé avec la coop Oasis et Amo Léger aussi. Donc une petite présentation, c'est de 13 à 14 heures, c'est pour vous montrer voilà, comment ça fonctionne, comment vous pouvez contribuer aussi, vous en tant que structure citoyenne ou professionnelle aussi, parce que je sais qu'il y a aussi quelques professionnels parmi nous ce soir. Et voilà, donc une petite présentation rapidement. Voilà. Merci. Allez, on prend une photo? Ouais. Olivier, tu remets ta caméra? Je m'en occupe. C'est Merci. Noël. Ok. Ouais, je m'en occupe.
Écoutez, je vous propose un beau sourire si vous avez envie. À 3. 1, 2, 3. Ok, c'est pour le souvenir, je vous l'enverrai. Merci beaucoup pour votre écoute. C'est vraiment, enfin, moi, j'adore animer ces temps-là et échanger avec vous. Et j'ai découvert aussi, du coup, un peu plus sur la thématique de l'habitat participatif en préparant tout ça. Donc, c'est toujours chouette. Voilà, moi aussi, j'apprends des nouvelles choses. Donc, merci à vous et à bientôt, du coup. Merci à toi, Lorraine, d'avoir Merci animé. Merci Lorraine, beaucoup. merci. Merci, bonne Merci. soirée. Et à bientôt. Merci, au revoir. Ciao. Au revoir, au revoir. Merci, à bientôt. Merci. Faut arrêter.